Le visiteur va découvrir une anthologie des collections de la Bibliothèque nationale de France. Les collections de la bibliothèque ont leur origine dans les collections des rois de France et ce musée permet de découvrir des objets, des livres, des manuscrits, des imprimés, des médailles, des photos, des estampes, des costumes de l'Antiquité à nos jours. C'est sans doute aujourd'hui le plus ancien musée de la capitale. Il a ouvert ses portes au public d'amateurs, parce que la bibliothèque a toujours été ouverte aux savants et aux membres de l'entourage royal, mais le premier musée qui a été créé ici dans les années 1741, au moment du déménagement des collections de monnaies, médailles antiques de Versailles à Paris, le musée ouvre au public vers le milieu du siècle, 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, avec des horaires restreintes bien sûr, mais avec une entrée indépendante, une entrée pour les amateurs et pour les touristes, parce que Paris est déjà une des capitales du tourisme européen et la bibliothèque apparaît déjà dans les guides touristiques de l'époque. Le musée du XVIIIe siècle, qu'on appelait à l'époque le cabinet du roi, est resté en place jusqu'à l'époque de Napoléon III. Après, il a été démonté et mis en caisse en partie, a réouvert ici, dans cette salle où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est l'œuvre de l'architecte Pascal, l'architecte également de la salle ovale de la bibliothèque, qui était le successeur de la Brousse et grand architecte de la bibliothèque à l'époque, et un musée moderne qui ouvre ses portes le lendemain de la Première Guerre mondiale en 1917. Tout ça avec le temps était devenu un peu vétuste. On avait construit des mezzanines dans cette salle et dans la salle suivante. La salle Luynes avait été fermée au public, donc le chantier que nous ouvrons aujourd'hui, c'est un chantier tout à fait nouveau parce que pour la première fois dans son histoire, Richelieu a fait l'objet d'une restauration globale, un projet global qui était un projet architectural très important mené par l'étude Gaudin et qui a vraiment restauré l'ensemble du site pour l'adapter aux exigences aujourd'hui des lecteurs, parce que nous restons une bibliothèque. Il a également restauré le musée Pascal, donc le musée de la fin du 19e, début du 20e siècle, et la grande nouveauté, la galerie Mazarin, elle est devenue désormais une des salles du musée actuel. Et les muséographes, avec un vrai projet scientifique et culturel, comme on dit aujourd'hui dans le jargon des musées, donc il y a eu un projet scientifique et culturel mené par les conservateurs de la bibliothèque et puis un projet muséographique confié à un cabinet florentin, Guicciardini et Magni, qui ont étudié l'ensemble du parcours du point de vue de la muséographie. Donc ici nous sommes devant la vitrine consacrée à l'écriture dans l'Antiquité. Évidemment à la Bibliothèque nationale, il ne pouvait pas manquer une vitrine sur tel thème, mais ce qui est intéressant c'est qu'à partir de le caillou Michot, qui prend le nom de celui qui l'a découvert, André Michot, qui était un botaniste, qui l'a découvert en Mésopotamie en 1784, et c'est un contrat entre deux propriétaires, donc c'est un texte extrêmement important. Et pourquoi il est acquis par la bibliothèque? Parce que le cabinet des antiques, des médailles et des monnaies de la bibliothèque est l'un des lieux les plus prestigieux pour l'archéologie en Europe. Bien sûr, c'est le lieu le plus important en France, c'est ici que l'archéologie est née en tant que science moderne à partir du XVIIIe siècle grâce à l'œuvre de l'abbé Barthélemy que nous allons retrouver dans une salle qui lui est dédiée aujourd'hui. C'est ici qu'on a réuni les collections des rois, mais aussi le legs de Caylus, l'un des grands archéologues du XVIIIe siècle, avec sa collection déjà de vases, de sculptures, de bronze. Et pourquoi la bibliothèque? Parce qu'à la bibliothèque, on avait les savants qui étaient capables d'interpréter les textes, on avait les objets et on avait la littérature, on avait les sources. Donc effectivement, il n'y avait pas de lieu plus adapté justement pour étudier l'archéologie. Et on va encore
au-delà de ce simple clan d'amateurs d'archéologie, parce que à partir de la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution, on crée à la Bibliothèque nationale le premier cours public d'archéologie, qui était destiné aux élèves de l'école normale qui venait d'être créée, mais également à un public d'amateurs. Donc cette notion, et on y faisait des cours selon une méthode qui est tout à fait d'actualité. C'est-à-dire on pouvait présenter à la fois les originaux, et il y avait le savant, le professeur, il y avait même un poste de conservateur-professeur, qui est une chose un peu qui est inédite et très peu connue par le grand public. Le conservateur-professeur, donc il faisait cours en partant, il mettait devant les élèves des originaux, il avait les sources, il suffisait d'aller au cabinet des manuscrits ou au cabinet des imprimés et on avait toutes les sources possibles pour l'époque et donc on faisait cours avec une relation très étroite entre original, source et science. Et si on n'avait pas d'originaux, on avait un grand fond d'estampes et de dessins au cabinet des estampes pour illustrer le propos. Donc effectivement, comme on fait aujourd'hui dans une salle de cours. Donc effectivement, ça c'est vraiment très important. Et c'est vrai que c'est un chapitre qui est moins connu par le grand public de cette expérience à la Bibliothèque nationale de l'enseignement et de la volonté que l'archéologie devienne à la fois une science moderne, mais aussi populaire, comme elle était par exemple en Italie à la même époque. Et d'ailleurs, le premier professeur d'archéologie, le conservateur professeur de l'époque s'appelle Aubin Lumilin. Ceci le monsieur qui a créé le mot de monument historique, qu'aujourd'hui est très connu et très développé, parce que c'est lui le premier qui l'utilise devant l'Assemblée nationale pour éviter la destruction, on est en pleine période de vandalisme, pour éviter la destruction de monuments historiques qui pour lui étaient des documents de l'histoire. Donc vous voyez, c'est une notion aujourd'hui, je dirais, banale dans le domaine des chercheurs et de l'histoire de l'art. Tout le monde connaît l'expression monument historique. Or, ce mot a été créé ici par ce monsieur qui était premier conservateur professeur et puis il va devenir directeur du cabinet des médailles. Donc le fait que ça soit un haut lieu de l'archéologie et déjà un cabinet, on le rappelait tout à l'heure, le plus ancien musée de la capitale, c'est l'une des raisons pour lesquelles le cabinet s'enrichit d'objets archéologiques à partir aussi pendant la Révolution. Et sur ça, je reviendrai justement quand on va voir quelques trésors révolutionnaires. Pourquoi déposer à la bibliothèque? Et c'est très simple, la bibliothèque avait déjà son cabinet du roi installé avec une riche collection archéologique. Nous sommes ici dans la salle appelée cabinet précieux. Au milieu, c'est l'un des ensembles majeurs, non seulement des collections de la bibliothèque, mais c'est l'un des ensembles les plus importants de trésors de l'Antiquité gallo-romaine, le trésor de Berthouville. Mais dans cette salle, nous avons présenté les collections les plus précieuses du cabinet du roi, donc des bijoux des rois de France, l'émeraude de Catherine Médicis, mais aussi des camées provenant des collections de Louis XIV, de Gaston d'Orléans, des saisies révolutionnaires, des cadeaux comme la patère de Rennes à Louis XV, ou encore des plats provenant des collections de Louis XIV. Et derrière moi, donc le trésor de Berthouville. Pourquoi la bibliothèque en 1830 achète cet ensemble exceptionnel? C'est une découverte dans un petit village de Normandie, Berthouville, près de Bernay. Un paysan, on connaît même son prénom, Prosper Thorin. C'est fascinant parce qu'évidemment il y a eu tellement de littérature qu'on connaît tous les éléments. Donc Prosper Thorin, en labourant la terre, il retrouve ce trésor. C'était un trésor appartenant à un temple dédié à Mercure. Donc c'est un ensemble de plus de 100 pièces qui datent toutes de l'époque du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Donc ce qui est intéressant, ce n'est pas un trésor privé, mais c'est un trésor
pour un sanctuaire, pour une divinité. Donc nous avons des objets très disparates, nous avons des patères, des coupes, des plats, mais également des statuettes importantes. À Ronde-Bosse, on a 2 statuettes de Mercure, des petites cuillères. C'est chaque pèlerin, chaque dévot offrait selon ses propres capacités. Et là, je dois dire que c'est intéressant l'histoire parce qu'on a aussi beaucoup de littérature sur le sujet. C'est une découverte majeure, mais surtout, les 2 intéressés à l'acquisition, c'était évidemment la bibliothèque, parce qu'il y avait ce cabinet archéologique, évidemment le Louvre, qui est déjà le grand musée avec déjà les collections archéologiques très importantes qu'on connaît, mais la chance c'est que le directeur du cabinet d'antiques de la bibliothèque, Raoul Rochette, arrive à Berthouville la veille par rapport à son collègue du Louvre, et donc il rentre à Paris avec ce trésor qu'il a payé une somme modeste pour l'époque même de 15 000 francs. L'autre trésor également de cette importance, c'est le trésor de Boscoreale que vous pouvez admirer au Louvre, mais qui était un trésor privé, exceptionnel. Mais c'était un riche bourgeois de la région de Pompéi qui l'avait caché au moment de l'éruption, mais il n'arrive au Louvre qu'à la fin du XIXe siècle, et c'est grâce à un legs Rothschild. Donc effectivement, pendant plus de 70 ans, ce trésor, c'était un peu un cas unique en France. Et puis, évidemment, à la bibliothèque, étudié, publié, c'est vraiment l'un des fleurons de nos collections. Nous sommes ici dans la salle consacrée à la collection, ou plutôt au legs du duc de Luynes, grand amateur d'archéologie, et je reviendrai sur ça. Il s'intéresse beaucoup à la photographie et il finira par restaurer le château de Dampierre. Il fait intervenir Ingres dans son château. Donc c'est vraiment un personnage fascinant de la France du XIXe siècle. Et il avait lui-même, dès son jeune âge, effectué une série de voyages en Italie, et après il décide de vraiment se consacrer à la recherche archéologique. Évidemment, il avait les moyens pour, il obtient des permissions des Bourbons de Naples et du pape pour pouvoir fouiller en Grande Grèce, bien sûr, ça veut dire en Lucanie, en Calabre. Et pourquoi, à sa mort, en 1862, il lègue cette immense collection à la bibliothèque, justement parce que non seulement il était très proche des conservateurs et des directeurs du cabinet des médailles et des antiques de la bibliothèque, mais parce que, comme je le rappelais précédemment, la bibliothèque était un haut lieu de l'étude de l'archéologie. Et le duc a joué un rôle très important pour l'étude de l'architecture en Grande Grèce, parce que c'est lui qui a publié déjà en 1831 un livre exceptionnel sur Métaponte, où nous sommes en 1831, et c'est lui, grâce à ce livre, qui lance le débat sur la polychromie de l'architecture et de la sculpture grecque, parce qu'à Métaponte, il fouille lui-même, il trouve des fragments de décoration de temples archaïques, doriques, et il revient en France avec des fragments, mais il publie cet ouvrage capital, Métaponte justement en 1831, il publie des planches couleurs de ces recherche. Puis il collecte un ensemble de vases exceptionnels, aussi la plupart des vases grecs exceptionnels mais retrouvés en Étrurie. La plupart de nos vases ici proviennent ou de l'Italie du Sud ou de l'Étrurie, et il lègue cette collection, mais qui n'est pas que des vases, de bijoux, des milliers de monnaies, des sculptures, de toute époque, jusqu'à une épée du XVe siècle, un olifant du XIIIe siècle, donc effectivement une collection très variée, même si le noyau principal reste la culture Grèce, de Grande Grèce. Et je voulais vous montrer l'un des fleurons de la collection de vases de la bibliothèque. La collection de vases grecs de la Bibliothèque nationale est la deuxième de France après le Louvre. Le Louvre acquiert la collection Campana, célébrissime, et la bibliothèque grâce à cette... Mais c'est un ensemble très important parce que beaucoup de nos vases sont signés, ils sont très étudiés parce que ce n'est pas une collection énorme, mais c'est une collection où chaque pièce a une place importante dans l'histoire de la céramique grecque. C'est le cas de ce vase qu'on appelle le vase du peintre Damasis. Il est signé
Amasis me poiesen, c'est-à-dire Amasis m'a fait. Nous sommes à Athènes au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Amasis est-il le peintre ou le potier? Ça on ne le saura jamais. Il est signé des deux côtés. Mais là, vous voyez ce chef-d'œuvre avec Athéna qui converse très gentiment avec Poséidon, qui est bien représenté avec son trident, etc. Donc ces vases, justement, sont un peu le fleuron des collections de la bibliothèque. Et ici, on a tout exposé de la collection Luynes entre la salle des colonnes et le cabinet Luynes, parce qu'évidemment, il lègue à la bibliothèque, mais dans le legs, l'une des clauses était qu'il fallait exposer la collection. Et ici, nous sommes dans la salle déjà que Pascal avait consacrée au duc de Luynes à la fin du 19e, début 20e, au moment où on ouvre le deuxième musée de la bibliothèque. Et avec la nouvelle muséographie, d'une part, nous avons voulu conserver des vitrines anciennes, fin 19e, qui donnent un peu le goût du collectionneur d'une époque, mais aussi ces vitrines modernes nous permettent à la fois d'exposer beaucoup de vases, mais aussi de donner un peu l'idée de l'accumulation du goût d'un collectionneur. Et je vous disais, on a tout exposé, même les fragments, parce que nous sommes chez un collectionneur et même les fragments de vases ont leur importance, parce qu'évidemment ce sont des fragments figurés et donc qui ont joué un rôle important dans l'étude de l'archéologie. Nous sommes ici dans la salle qu'on appelle salle Barthélemy, dédiée à cet illustre personnage, l'abbé Barthélemy, qui était garde du cabinet des médailles et des antiques pendant quasiment tout au long du XVIIIe siècle. Donc c'était l'ancienne salle de lecture du cabinet des monnaies, médailles et antiques de la bibliothèque, telle qu'elle avait été conçue par Pascal à la fin du XIXe, début XXe, et ces armoires en fait sont les médailliers dans lesquels étaient conservés les collections de monnaies, médailles et plaquettes, mais servaient également à salle de lecture. Elle est transformée aujourd'hui en salle du musée, parce que dans cette salle, on raconte l'histoire du cabinet des médailles, l'importance des monnaies et des médailles dans l'histoire même de la civilisation, à partir des trésors les plus anciens conservés ici, avec un flash sur l'intérêt de Louis XIV pour les médailles, l'intérêt de Napoléon III pour les monnaies, jusqu'aux monnaies et médailles, source d'inspiration pour les artistes, parce que nous exposons une série de monnaies avec un dessin de Delacroix qui venait ici copier les chefs-d'œuvre du département. Donc l'abbé Barthélemy, grand archéologue, ami de Caylus, c'est grâce à lui que la collection Caylus rentre à la bibliothèque qui était encore royale à l'époque, et ici il a été immortalisé par Houdon, mais c'était assez facile, Houdon avait son atelier à la bibliothèque royale. Alors nous sommes ici dans le salon qu'on appelle aujourd'hui salon Louis XV, parce que c'est le roi commanditaire de cet ensemble, et en réalité nous sommes dans la salle que l'architecte Pascal a restituée au moment des travaux qui ont intéressé cette aile de la bibliothèque à la fin du 19e et début du 20e. On a souvent rappelé à propos de ce musée. Mais ce n'était pas une salle de musée, alors que en réalité, le premier musée de la bibliothèque est né dans cet ensemble, lorsque cet ensemble se trouvait de l'autre côté, à l'angle de la rue de Richelieu, parce qu'il était construit à partir de 1741 pour abriter les collections de monnaies, de médailles et d'antiques qui revenaient de Versailles. Donc l'abbé Bignon avait installé la bibliothèque royale dans les années 1721-1722 ici où nous sommes, plus ou moins sur le quadrilatère, mais dans l'autre partie, celle qui correspond plutôt à l'hôtel Mazarin-Tubeuf. Et à partir des années 41, au moment où les antiques et les médailles reviennent de Versailles, on décide d'aménager dans un espace qui était au-dessus d'une arcade
de la rue Colbert qui reliait l'hôtel de Lambert à l'ensemble de la bibliothèque, donc de construire un lieu digne pour accueillir les collections provenant de Versailles. C'est une commande royale, donc on fait appel aux plus grands peintres de l'époque, Boucher, Van Loo, Natoire, tous des artistes connus et célèbres. C'est le moment où Boucher travaille pour Madame de Pompadour, donc ici nous sommes un peu dans un morceau de Versailles à Paris. Comme il s'agit d'une commande royale, on fait appel non seulement aux meilleurs peintres, mais aussi aux meilleurs ébénistes. Et ce que vous voyez, ces médaillés, parties sont d'origine, d'autres sont des copies du XXe siècle. C'est ici qu'on installe les collections de bijoux, de monnaies, de médailles, des antiques. Et il faut imaginer sur ces médaillés les vases, les bustes, les bronzes. Et c'est ici, cette salle de l'autre côté qui était ouverte 2 fois par semaine, c'est ça. Donc nous sommes au cœur de ce qui était l'un des plus anciens musées de France et peut-être le premier ouvert dans la capitale, parce que c'est ici qu'on étudiait, mais qu'on avait aussi on permettait aux curieux, aux amateurs de pouvoir visiter les collections. Comme je l'avais déjà anticipé, au moment des travaux d'Henri Labrouste sur l'ensemble du bâtiment de Richelieu, il détruit cette partie pour créer cette façade très uniforme sur la rue de Richelieu que tout le monde connaît, l'accès principal des lecteurs à la bibliothèque. Et donc rien n'est détruit, tout est mis en caisse, boiseries, toiles et meubles, et c'est uniquement à la fin du XIXe siècle. Pascal mériterait vraiment une étude approfondie parce que c'est un architecte d'une très grande envergure, surtout maintenant qu'on a refait le nouveau musée, se pencher sur ce qu'il avait fait et proposé à l'époque. Nous sommes ici dans une véritable période room. Il a essayé de restituer à travers les médaillés et les toiles, ils avaient gardé évidemment les encadrements d'origine. La seule chose qu'il réalise, c'est les stucs dans un style néo-Louis XV, et c'est un peu le style néo-Louis XV qui triomphe dans nos murs, et le même style nous le retrouvons dans le salon d'honneur, là où il y a la statue de Voltaire, de Houdon. Donc Pascal, avec ce goût je dirais un peu philologique pour l'époque, il a créé une période room extrêmement intéressante. Avec le temps, la couleur des médaillés et des parois était devenue verdâtre. À l'origine, elle devait être bleue, mais selon la restitution de Pascal, et puis était devenue verdâtre, et le comité a décidé de donner ce ton un peu neutre, crème, pour donner une sorte d'utilité à l'ensemble présenté ici. Avec la Révolution, la Bibliothèque royale devient nationale et il faut dire qu'exceptionnellement, la bibliothèque n'est pas pillée, au contraire, elle s'enrichit des butins de guerre, des saisies aux églises, aux immigrés, et c'est très intéressant, toujours je reviens à cette notion de cabinet d'antique, les vases saisis aux immigrés sont déposés à la bibliothèque. Le Louvre n'est fondé qu'en 1793 et au moment de sa fondation, le Louvre est surtout une pinacothèque, c'est une grande pinacothèque. Donc c'est pour cette raison, non seulement on n'a pas détruit les manuscrits royaux, on n'a rien détruit ici, on s'enrichit énormément et c'est le roi même, Louis XVI, qui demande en 1791 de déposer le trésor de Saint-Denis qui avait échappé à la fonte et au pillage et le trésor de Sainte-Chapelle au cabinet du roi de la bibliothèque devenue nationale. Donc les objets les plus précieux comme le tronc d'Agobert, les échecs dits de Charlemagne provenant de Saint-Denis sont déposés au cabinet des antiques. Évidemment, les manuscrits provenant de Saint-Denis sont déposés au cabinet des manuscrits. Et c'est la même chose, comme nous verrons dans la galerie Mazarin, à propos du trésor de la Sainte-Chapelle. Nous sommes ici dans la galerie Mazarin, l'un des monuments les plus importants du XVIIe à Paris et en France. Nous sommes ici dans une galerie romaine à Paris, voulue par le cardinal Mazarin
au milieu du XVIIe siècle. Il aurait souhaité avoir Pierre de Cortone comme peintre, mais Pierre de Cortone est très occupé, notamment à Florence, donc il doit se contenter d'un élève du dominicain, Romanelli, un peintre originaire du Latium de Viterbe, qui dans les années 1647 peint cette magnifique voûte, qui n'est pas une voûte à la française, mais c'est une voûte à l'italienne, à la romaine. Et cette galerie retrouve presque 4 siècles après sa vocation d'origine, c'est-à-dire dans cette galerie, le cardinal avait installé les fleurons de sa collection d'antiques, de peintures, de meubles et d'objets. Et donc effectivement, nous ici, on présente un choix de pièces des collections de la Bibliothèque nationale de la fin de l'Antiquité tardive, jusqu'au contemporain, donc selon une présentation chronothématique par vitrine où nous présentons les objets les plus importants. L'histoire de ce camée rocambolesque, il est arrivé sûrement en France depuis Constantinople au XIIIe siècle, légué peut-être déjà à l'époque à la Sainte-Chapelle, puis redonné par Charles V à la Sainte-Chapelle et arrive ici en 1791, volé en 1804 et à cette époque on a détruit la monture qui était une monture byzantine en bois recouvert d'argent sertie de pierres précieuses, d'émaux, etc. Et on l'a retrouvé le camée sans la monture à Amsterdam et depuis, heureusement, il n'a jamais quitté les réserves ou le musée, l'ancien musée de la Bibliothèque nationale. Dans les autres vitrines, donc comme je vous le disais, c'est une anthologie de chefs-d'œuvre de nos collections. Nous présentons à l'occasion de cette première rotation un exemplaire de la Bible de Gutenberg imprimé, mais imprimé sur vélin. Il y en a 12 au monde, donc c'est vraiment une pièce majeure de nos collections. Nous avons la bibliothèque à 2 Bibles du Gutenberg, l'une sur vélin, l'autre sur papier, puis le globe vert où il y a la première représentation du Nouveau Monde en Occident. Nous sommes à la fin du XVe siècle et il est très difficile de faire des choix sur les objets à voir, le Don Giovanni de Mozart, les Mémoires de ma vie de Casanova, la Passionata de Beethoven, la Chartreuse de Parme de Stendhal, mais je voudrais juste m'arrêter quelques secondes sur le manuscrit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Parce que ce manuscrit, non seulement il est très connu, il est très émouvant, c'est le manuscrit que l'auteur donne à son éditeur. Donc c'est un manuscrit vraiment intéressant, disons définitif, mais il appartient au legs de Victor Hugo qui change un peu l'orientation même du cabinet des manuscrits de la bibliothèque parce que Victor Hugo donne l'ensemble de ses manuscrits et des centaines de dessins à la Bibliothèque nationale avec le vœu que cette bibliothèque devienne la bibliothèque des États-Unis d'Europe. Et à partir de ce moment-là, d'autres auteurs de la littérature française ont donné leurs manuscrits. La bibliothèque a acquis énormément de fonds de manuscrits Proust jusqu'à Barthes, donc elle devient de cabinet historique de documents de l'histoire à un véritable conservatoire de la littérature française moderne et contemporaine.